Le malheur et le désespoir ouvrent mon cercueil. J'y descends. Un pauvre vieillard, accablé d'infirmité et de détention. Qu'ai-je donc fait pour souffrir si longtemps? Que mes persécuteurs prennent patience. Je ne vivrai sûrement pas autant d'années qu'il s'en est écoulé depuis qu'il me tourmente. Il ne porte donc pas la barbarie au point de ne vouloir pas même me laisser expirer dans un autre asile que celui de la démence, de l'épilepsie et de la rage. Et qu'il ne redoute plus rien d'un homme dont l'épuisement total des facultés morales et physiques doit absolument calmer leur frayeur. Comment légitimer la longueur véritablement absurde d'une aussi criante détention? Longueur qui, faisant soupçonner d'autres crimes, déshonore à la fois et ma famille et moi. On commence par me faire souffrir comme l'auteur d'un livre 100 fois désavoué par moi dans tous mes autres ouvrages, dans 20 journaux et dans 5 interrogatoires. Oui, je suis ce que je dois être, ou je ne le suis pas. Si je suis ce que je dois être, je le suis. Et sinon, pourquoi me tourmenter si l'on n'espère à rien? Il n'y a que de la cruauté sans profit. Régulièrement, tous les jours, entre 4 et 5 heures du soir, il me vient, au creux de l'estomac, une douleur si violente qu'elle altère absolument tous les organes. J'éprouve des spasmes, des espèces de petits frissons, beaucoup de bâillements, un dégoût, un abattement total. Le sang se porte à la tête. Et il me vient alors des étourdissements, des tournoiements qui me font trébucher, et 1000 autres choses prouvant une tension dans la fibre et une grande irritation dans le genre nerveux. Je passe des nuits affreuses. Si le sommeil l'emporte un moment, ce n'est que pour être troublé par des rêves effrayants.
matin, je suis abattu des douleurs de la veille. L'estomac s'en ressent. D'ailleurs, je suis très resserré. Et l'appétit a beaucoup diminué. Il se joint à cela de fréquentes ophtalmies et j'ai absolument perdu l'usage de l'œil gauche. Je suis malade et il me faut des drogues que la maison ne fournit pas. Je n'ai ni bas, ni culotte, ni souliers. Je ne suis pas heureux. Je suis indûment privé de ma liberté. C'est sans jugement, ni acte légal quelconque, que l'on persiste de me retenir sous les verrous, soi-disant en raison d'un ouvrage obscène qu'on m'attribue mal à propos, et aussi en raison de quelques fables qu'on se plaît à appliquer et à imaginer au sujet de ma vie privée. Le tout sans fondement. Le désespoir s'empare de moi. Je suis englouti vivant. Heureusement, Madame Constance Quesnay est auprès de moi. Elle loge dans une chambre voisine, en tant que pensionnaire libre. Elle a été très malade. Dans les premiers jours de sa maladie, ma chère amie m'a dit des choses bien fortes et bien déchirantes. Et qui, dès que je me trouvais seul, me firent verser bien des larmes. Un jour, elle me dit des choses pour me remercier de mes soins. Et puis, me demanda, « Voulez-vous absolument que je vive ?» Oui. La solitude dans laquelle m'a laissé Madame de Sade au sortir de la Bastille dut m'engager à me lier avec quelqu'un dont les soins remplacent ceux dont m'ont privé mon épouse. Pour attacher plus intimement à moi Constance, avec laquelle je me liais, je lui fis un contrat de 60 livres de rente progressive. Rien de si vertueux que notre petit ménage. D'abord, pas un mot d'amour. C'est tout uniquement une bonne bourgeoise et une honnête veuve, aimable, douce, spirituelle, qui a bien voulu se charger de ma petite maison. Elle mange avec moi la modeste pension que son mari lui a faite. Je la loge, je la nourris. Voilà le seul agrément actuel qu'elle y trouve. Fini le libertinage. Tout cela me dégoûte à présent. Autant que cela m'embrasait autrefois. Ah, pensez à autre chose. Dieu merci. Et je m'en trouve 4 fois plus heureux, comme un bon gros curé dans son presbytère. Et puis, ne faut-il pas un être à qui je puisse lire tout chaud ce que je viens d'écrire? Eh bien, Constance
remplit tous ces objets. C'est comme une mer. Une mer est une amie que la nature ne nous donne qu'une seule fois. Et dont rien au monde ne peut nous dédommager. Quand nous avons eu le malheur de la perdre, nous ne trouvons plus rien qui en tienne mieux. Quoi? Je me moque de vous. Je hais les mers. Toutes les mers. Je l'ai assez dit, et redit, et écrit. Bon. Ce qui est certain, c'est que le soutien constant de Constance m'a sauvé de la guillotine. C'est à elle d'ailleurs que j'ai dédié ma Justine. Il est faux, absolument faux, que je sois l'auteur de ce livre, Justine, ou les malheurs de la vertu, ce mauvais livre. Mes dénégations sont à la mesure de l'adversité où ce livre m'a conduit. J'ai reçu une visite de la police à cause de lui, il y a quelques années déjà, en 1801 je crois. Le 5 juin, à 2 heures, entre chez moi Monsieur de Coulmiers, directeur de l'asile de fous de Charenton, suivi de 3 hommes de police, dont l'un était Véra, inspecteur général, qui me lut un ordre du préfet portant l'injonction de saisir tous mes papiers. Ce qui fut fait sans examen. Pendant qu'ils opéraient chez moi, ils opéraient de même chez Madame de Sade et lui prenaient tous ses papiers les plus utiles. Ils y prirent également ces manuscrits que j'avais faits et sauvés à la Bastille. Et ils emportèrent tout dans un fiacre. D'abord, le chef, Véra, se comporta assez durement vis-à-vis de moi. Puis il se radoucit peu après. Il m'assura que tout ceci n'aurait pas de suite. Le jour même, on m'enferma ici. Après cette histoire, Monsieur de Coulmiers, directeur de l'asile, vint pendant quelques heures nous voir et nous consoler. Ah, moi, je suis très content de lui. Ma pauvre Constance avait été très affectée de ce coup, et cela me fit d'autant plus de peine que je n'ai point d'amis plus chers au monde. Le lendemain, le 6 au soir, je fus revoir Monsieur de Coulmiers, qui ne me rassura nullement sur les suites de cette aventure. J'ai d'affreuses idées sur tout ce qui a été emporté. Oui, ma détention se prolongeant, je demandai à Monsieur de Coulmiers, premièrement,
d'être le maître de la clé de ma chambre, sauf à être fermé seulement à la première porte du corridor de 10 heures du soir à 7 heures du matin. Secondement, de me promener sans être suivi aux heures qui me conviennent dans la journée, tant que le jardin est ouvert. Troisièmement, de pouvoir causer librement avec les 3 personnes par moi désignées. Quatrièmement, que l'on me rende tout ce qui m'a été pris, en papier et en plume. Et, 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 et cinquièmement, que l'on me construise en cet asile de fous de Charenton un théâtre. Ah, le théâtre, quelque chose qu'on puisse faire. On ne m'en détournera pas. J'ai même dirigé des spectacles dans cet hospice de fous de Charenton. Des gouvernants fussent-ils venus me louer jusque depuis la Hollande et me remercier de mes peines, s'il se fût trouvé de l'immoralité dans cet amusement. N'eût-on souffert, autorisé, fréquenté 6 ans s'il eût été tel? Eût-on guéri près de 50 malades s'il eût ressemblé à cela? 2 membres du gouvernement sont venus ici et m'ont loué de mes soins pour la guérison des malades par le moyen des comédies. Ils ont voulu absolument que je montrasse les babioles faites par moi à ce sujet, et qu'ils ont approuvé, demandé et reçu avec reconnaissance. J'ai dans mon portefeuille plus de pièces que n'en ont fait une grande partie des auteurs vantés de nos jours, et des canevas préparés pour plus du double de ce que j'ai déjà fait. Si on m'avait laissé en repos, j'aurais eu 15 comédies de prêtres en sortant de prison. On a trouvé plus joli de me taquiner. C'est l'avenir qui prouvera à mes bourreaux s'ils ont eu tort ou s'ils ont eu raison. Moi, je suis au milieu de Molière, Destouches, Marivaux, Boissy, Reynard, que je regarde, considère, admire, et n'atteins jamais. Il m'est absolument impossible de résister à mon génie. Il m'entraîne dans cette carrière malgré moi. Le maudit métier que celui de faire des comédies.
Je me souviens du tapage affreux que ma pièce, Le Comte Oxquierne, ou les effets du libertinage, a occasionné. Ce tapage fut cause qu'il ne se donnait plus sous le même titre et que j'en ai retardé la représentation. Chaque fois, on s'y égorgeait. La garde et le commissaire étaient obligés d'être toujours présents chaque fois qu'on le donnait. À l'époque, j'ai mieux aimé suspendre. Parlons d'autre chose. Voilà. Mon enfance. Allié par ma mère à tout ce que le royaume avait de plus grand, tenant par mon père à tout ce que la province de Languedoc avait de plus distingué, né à Paris, dans le sein du luxe et de l'abondance, je crus, dès que je pus raisonner, que la nature et la fortune se réunissaient pour me combler de leurs dons. Je le crus parce qu'on avait eu la sottise de me le dire, et ce préjugé ridicule me rendit hautain, despote et colère. Il semblait que tout dût me céder, que l'univers entier dût flatter mes caprices et qu'il n'appartenait qu'à moi seul d'en former et de les satisfaire. Ah oui, ce sont de dangereux principes qu'on laissait germer en moi avec ineptie. Élevé dans le palais du prince illustre auquel ma mère avait l'honneur d'appartenir, et qui se trouvait à peu près de mon âge, on s'empressait de me réunir à lui afin qu'en étant connu dès mon enfance, je puisse retrouver plus tard son appui dans tous les instants de ma vie. Mais ma vanité du moment, qui n'entendait encore rien à ce calcul, s'offensant un jour dans nos jeux enfantins de ce qu'il voulait me disputer quelque chose, et plus encore de ce qu'à très grand titre, sans doute, il s'y croyait autorisé par son titre. Oui, je me vengeais par des coups très multipliés, sans qu'aucune considération m'arrêtât, et sans qu'autre chose que la force et la violence puissent parvenir à me séparer de mon adversaire. Pardonnez mes travers, mais c'est l'esprit de la famille que je prends. Et si j'ai un reproche à me faire, c'est d'avoir eu le malheur d'y être né. Pour corriger mon tempérament et me donner de l'éducation, on m'envoya alors chez mon oncle, l'abbé de Sade, près de Saumanne, en Provence. Tout prêtre qu'il était, il y avait toujours un couple de gueuses chez lui. Était-ce un sérail que ce château de Saumanne? Non! C'était un bordel! De 4 ans à ma 10e année, je vécus là, loin de mon père que j'aime à la folie.
autant que je déteste ma mère. Cette prédilection n'a rien d'étonnant. Uniquement formés du sang de nos pères, nous ne devons absolument rien à nos mères. Elles n'ont d'ailleurs fait que se prêter dans l'acte, au lieu que le père l'a sollicité. Le père a donc voulu notre naissance, pendant que la mère n'a fait qu'y consentir. Eh oui, quelle différence pour les sentiments! Vous voyez, personne n'analyse les choses comme moi. Qu'on m'écoute, qu'on m'entende, je ne demande que cette faveur. Ma façon de penser ne peut être approuvée. Que m'importe. Bien fou est celui qui adopte une façon de penser pour les autres. Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai. Que je ne le ferai pas. Cette façon de penser, c'est l'unique consolation de ma vie. Elle allège toutes mes peines. Elle compose tous mes plaisirs dans le monde. Et j'y tiens plus que la vie. Car c'est ma façon de penser qui a fait mon malheur. Non, ce n'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur. C'est celle des autres. Toutes les créatures naissent isolées et sans aucun besoin les unes des autres. Oui, nous nous moquons du tourment des autres. Et qu'aurait-il de commun avec nous, ce tourment? Il n'y a aucune comparaison entre ce qu'éprouvent les autres et ce que nous ressentons. Le prochain ne met rien. Il n'y a pas le plus petit rapport entre lui et moi. Oui, mais moi, je respecte vos goûts. Vos fantaisies. Je les trouve toutes respectables. Quelque baroques qu'elles puissent être. À partir de là, ce qui dépend de nous, c'est de ne pas répandre notre venin au dehors. Et que ceux qui nous entourent non seulement ne souffrent pas, mais ne puissent pas même s'en apercevoir. Des vertus, on ne s'en fait pas. Et on n'est pas plus le maître d'adopter dans ces choses-là tel ou tel goût qu'on est maître d'adopter en fait de système telle ou telle opinion, ou que de se faire brun quand on est né roux. Voilà mon éternelle philosophie. Et jamais je n'en sortirai. Je suis le plus honnête, le plus franc, le plus délicat des hommes, le plus compatissant, le plus bienfaisant. Impérieux, colère, emporté, extrême en tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui de la vie n'a eu son pareil, athée jusqu'au fanatisme. En deux mots, me voilà. Tuez-moi. Vous prenez-moi comme cela. Car je ne changerai pas. Est-il possible d'être assez barbare pour oser condamner
un malheureux individu dont tout le crime est de ne pas avoir les mêmes goûts que vous. Toute bête est bonne quand elle tête bien. J'ai vu la baronne qui suçait son chien. Toute bête est bonne quand elle tête bien. J'ai vu la baronne qui suçait son chien. Toute bête est bonne quand elle tête bien. Je baise la baronne qui suce son chien. Toute bête est bonne quand elle tête bien. J'encule la baronne qui suce son chien. Me voici depuis plus de 10 ans dans cet horrible lieu que l'hospice de fous de Charenton, un bâtiment obscur enfoncé dans la terre jusqu'au comble, disposé de façon à ce que jamais l'on ne puisse en raréfier l'intérieur, à ce que jamais les sanglots ou les cris des prisonniers qu'on y détient ne puissent être entendus de personne. Il se trouve ici plus de 20 détenus, jouissant de toutes leurs raisons. Oubliés depuis des siècles dans cet asile du malheur. Et qu'on ose pour combler et doubler l'horreur de leur position, confondre, assimiler avec des fous, des frénétiques, des gens attaqués de l'épilepsie, qui les empestent, qui les corrompent, qui les battent, sans que jamais ils aient d'autre satisfaction que de s'entendre dire qu'ils peuvent se réfugier au fond de leur cachot si cette société leur déplaît. Oui. 4 murs humides, remplis d'insectes, vous offriront au milieu d'eux un chalit cloué contre le mur, réceptacle de punaises et d'araignées dont rien depuis 100 ans n'a troublé le repos. Auprès de là, une mauvaise chaise et une table pourrie, le tout sous la défense d'une porte à guichet afin qu'on puisse, par cette ouverture, donner à manger aux malheureux habitants de cette loge sans être obligé d'entrer chez lui. Une lucarne, droite, étroite, le plus souvent dépourvue de vitres. Laissant, avec la plus grande économie, quelques rayons de jour pénétrer dans ce réduit affreux,
qu'environnent de toutes parts des murs de 60 pieds de haut. Je n'ai plus de goût à rien. Je n'aime rien. Le monde que j'avais la folie de tant regretter me paraît d'un ennui, d'un triste. Il y a des moments où il me prend l'envie d'aller dans la trappe. Et je ne réponds pas de ne point disparaître un beau jour sans que personne sache ce que je suis devenu. Je n'ai jamais été si misanthrope que depuis que je suis entré parmi ces hommes. Et si je leur parais étranger en me montrant à eux, ils peuvent être bien sûrs qu'ils produisent sur moi le même effet. Mon pauvre Sade. Après ta mort, tes yeux ne verront plus, tes oreilles n'entendront plus. Du fond de ton cercueil, tu ne seras plus le témoin de ces scènes que ton imagination te représente aujourd'hui. Tu ne prendras plus part de ce qui se passera dans le monde. Tu ne seras pas plus occupé de ce qu'on fera de tes cendres que tu ne pouvais l'être la veille de ta naissance.
de la sorte d'organe que tu allais recevoir de la nature. Tes idées périront avec toi. Tes peines et tes plaisirs ne te suivront point dans la tombe. La fosse, une fois recouverte, il sera semé dessus des glands, afin que par la suite le terrain de la dite fosse se retrouvant regarni et le taillis se trouvant fourré, comme il l'était auparavant, les traces de ta tombe disparaissent de dessus la surface de la terre. Je me flatte que ma mémoire s'effacera de l'esprit des hommes, excepté du moins du petit nombre de ceux qui ont bien voulu aimer ma personne jusqu'au dernier moment. Et dont j'emporte un bien doux souvenir au tombeau. To bit or not to bit. To bite or not to bite. Mon amie Constance a vu quelqu'un qui a vu un homme en place, lequel a paru adouci, mais a fait la ridicule et sotte question de savoir si je n'étais plus fou. Attendu qu'il fallait l'être pour avoir fait le livre qu'on m'attribue. Et que je n'ai pas écrit! Il lui a dit qu'il viendrait 3 commissaires pour prendre des informations sur ma conduite. Et qu'il m'était fait en conséquence grande recommandation à moi de me bien conduire jusque-là. Mais j'ai peur que tout cela ne soit qu'une farce.
Mon ami m'a promis de me rester fidèle et attaché, et que je pourrais compter sur elle. Et que nous serions ensemble. Et qu'elle me donnerait toute chose qui pourrait m'être utile. Elle m'a dit encore qu'elle me donnerait une paire de bas pour le jour de l'an. Des bas en poil de lapin.